Merci à Aïcha Sol que vous retrouverez sur Vox Africa. Bien entendu, c'était Sol Attitude. À présent, c'est Écho de Paris. Une question qui va sûrement vous intéresser. C'est la question qu'on se pose de génération en génération. Et sur le champ politique, je pense qu'elle est importante. On va la poser aujourd'hui. Qu'est-ce que les jeunes reprochent aux anciens sur le plan politique? Alors on va assister à un match, on va dire. J'aime bien les matchs. Avec un jeune activiste, alors et pas des moindres. CNews.com lui a accordé un article qui raconte son parcours. Il s'appelle Mimo Dia. Bonjour Mimo. Bonjour Régine. Activiste, militant politique et panafricaniste, n'est-ce pas? Alors il a créé une plateforme qui s'appelle Nouvelle Dynamique de la Diaspora Africaine. Et ça s'est passé au lendemain de la mort d'un Guinéen, du Guinéen Mamadou Barry. C'était à l'occasion de la CAN 2019. C'est bien ça. Voilà, donc ça c'est mon invité, on va dire, qui représente la nouvelle génération, voilà, qui a les dents longues. Et puis l'ancienne génération, Victoire Issembe épouse Lasseni Dubose, ministre, députée, sénatrice, femme politique, chef d'entreprise, présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix. Bonjour Victoire, bonjour à nouveau. Bonjour Eugénie. Comment tu vas? Bien. Alors est-ce que tu es prête pour le combat? Ce ne sera pas un combat, ce sera un débat d'idées entre la jeunesse et la génération qui est la mienne. Oui. Mais comme je suis panafricaniste pour la paix, j'aimerais un débat de paix. Ouais. Alors vous avez ça au moins en commun, hein. Vous êtes panafricaniste. Oui. C'est quoi être panafricaniste, Mimo, pour toi? Bon, bonjour Victoire. Bonjour Mimo. Je pense que chacun a sa définition du panafricanisme, et moi personnellement, si je dois définir le panafricanisme, je dois tout simplement dire que le panafricanisme, c'est l'amour que l'on a de l'Afrique. Un point, 1000 traits. Ça, c'est ma définition. Un point, 1000 traits. 1000 traits. Ok. Victoire? Moi, c'est pareil, c'est ce besoin que j'ai toujours eu d'abord par moi-même. Je suis de sang mêlé. Hein. Mon père est gabonais, ma mère est sénégalo-guinéenne. Je suis déjà panafricaniste par le sang. Et c'est ce besoin de voir l'Afrique s'unir et porter des projets communs. Je me bats pour que, par exemple, mon ONG, j'ai mis en place ma propre ONG au Gabon, que j'ai baptisée Solidarité internationale des femmes, où il y a beaucoup d'Africaines, parce que je pense que ces échanges entre femmes d'Afrique peuvent aider aussi les hommes à suivre le mouvement et à faire de l'Afrique une Afrique qui n'a pas trop besoin de tendre la main aux autres. Voilà ma définition à moi. Alors j'aime bien le regard que vous jetez. C'est une belle définition. J'aime bien le regard que vous jetez. Alors, Mimo, j'aimerais que tu lui as posé des questions au préalable. Ça serait bien que tu puisses les partager aux téléspectateurs. Tu voulais savoir à qui tu avais affaire. Alors, elle est gabonaise. Elle a longtemps travaillé aux côtés de Omar Bongo Ondimba. Et elle a été candidate à une élection présidentielle en 2009 face à Ali Bongo Ondimba. Ça, c'est pour la présenter de façon succincte. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre, Victoire, pour éclairer la lanterne de Mimo, mais également des jeunes, en fait, qui se posent la question de savoir, et c'est le sujet du jour, je vous le rappelle, pourquoi les anciens ont échoué en politique, hein, c'est la question que les jeunes se posent, et ils veulent reprendre le flambeau parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce que tu pourrais rajouter, justement, pour éclairer la lanterne de Mimo? Sur ce que tu veux. Sur mon parcours, je pourrais rajouter que j'ai été chargée de mission Afrique dans le cadre du Parlement francophone, que j'ai été la première femme élue à cette fonction-là, ce qui m'a donné encore une ouverture d'esprit beaucoup plus grande parce que je côtoyais des présidents d'assemblée de tous les pays d'Afrique, de toute la francophonie européenne et américaine. Ce que je peux dire d'autre aussi, c'est qu'elle a, celle qui a créé l'hymne national, non, c'est l'hymne du Parti démocratique gabonais, qui était le parti unique à l'époque, voilà, et qu'elle a été aussi la présidente d'un mouvement puissant politique, l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu aurais à lui reprocher? Qu'est-ce que tu reproches à la classe politique des anciens, la classe politique dirigeante du passé? Tout d'abord, je me permets de la féliciter de son engagement politique parce que moi, je pense qu'on est arrivé à un moment où on doit donner beaucoup de pouvoir aux femmes. Parce que ce qui se passe, c'est un constat qui est palpable, qui est visible, qui est général. Que nous tous, nous avons, en tout cas nous, la nouvelle génération, c'est que les hommes ont beaucoup failli et nous, on essaie de miser sur la femme parce qu'on pense que les femmes sont beaucoup plus, je ne dirais pas humaines, mais beaucoup plus protectrices, beaucoup plus, aiment beaucoup plus, en tout cas, tout ce qui est développement maternel. Les femmes ont cet esprit protecteur comparé aux hommes, hein, parce que les hommes en général c'est l'ego. C'est pourquoi moi je me dis à un moment donné même il faut qu'on ait confiance aux femmes, surtout celles qui décident de faire parcours au niveau de la politique. Et je pense que sur ce point je peux vraiment la féliciter et l'encourager. Mais sauf que je suis un peu surpris qu'elle me dit qu'elle a, disons qu'elle est passée par la francophonie. En tout cas, nous, cette nouvelle génération, c'est des organisations que nous considérons comme étant bidons parce qu'elles ne représentent pas en réalité ce que nous, elle ne représente pas en réalité les aspirations dont les peuples africains réclament. Quand je dis ces organisations bidons, je veux parler justement de la francophonie qui aujourd'hui essaie de tuer nos langues locales. Et quand je dis organisation aussi, je parle de toutes ces organisations comme l'OMS, l'ONU, FMI, Banque mondiale, UNESCO, qui sont en réalité des organisations qui ne sont pas typiquement africaines et qui ont pour but justement de neutraliser le peuple africain à travers les aspirations. C'est pourquoi je suis un peu découragé, mais je pense qu'au cours du débat, on aura l'occasion largement vraiment d'aller jusqu'au bout. Alors, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une structure qui existe et puis peut-être qui continue, mais qui a existé depuis les années 80. Donc ça nous fait remonter à 40 ans en arrière. Parce que vous n'avez pas affaire à une jeune, vous avez affaire à une femme, une sexagénaire, même si ça ne se voit pas trop apparemment, mais je suis d'une autre génération que la vôtre. Ce qui nous a amenés dans la francophonie, c'est ce partage de la langue française. C'est ce partage de la langue française. Et dans les années où la démocratie était en train de se mettre en place, il y a eu ce besoin de faire aussi de la démocratie parlementaire. Et dans la démocratie parlementaire, évidemment, il y a eu l'Assemblée parlementaire des pays de la francophonie, des pays francophones, disons. Et je pense, pour ma part, moi qui ai occupé des fonctions de responsabilité comme chargée de mission Afrique, je n'avais pas la langue de bois. Et il aurait fallu donner ça à un homme et pas à une femme. J'ai gêné parfois les présidents d'Assemblée nationale des pays d'Afrique parce que je n'acceptais pas le positionnement de certains pays. Je vous donne un exemple, je vous donne une anecdote. Nous sommes au Canada et on est en train de parler de l'observation des élections dans les pays d'Afrique. Et c'était un Canadien qui parlait, il disait, voilà, ils expliquaient qu'il fallait qu'ils viennent observer les élections pour voir si ça se passait bien, si la démocratie était vraiment à marcher. Je leur ai dit, puisque vous voulez venir nous aider à mettre en place la démocratie selon votre vision à vous, on aimerait aussi que lorsque vous faites vos élections, on puisse venir voir aussi pour apprendre et puis puiser ce qui est positif. Et il m'avait répondu, non, ça ne sert à rien que vous veniez, vous n'y comprendrez rien. J'ai dit, répétez ce que vous venez de dire. Parce que moi, je considère que vous venez d'insulter tous les pays d'Afrique francophone réunis ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'y comprendrons rien si on venait observer vos élections. Donc vous êtes entouré de présidents d'assemblée, vous êtes entouré d'Africains, et vous avez le sentiment qu'on n'y comprendra rien. Qu'est-ce qu'on fait avec vous ici autour de cette table? J'ai dit, vous retirez votre phrase, vous retirez votre mot, sinon la réunion ne continue pas, parce que je reste campé dans ma position. Alors c'est les députés français, je me souviens à l'époque, il s'appelait Pierre-André Wilzer, qui a dit, je partage le point de vue de Madame la Sénie Dubos, ce n'est pas un langage qui convient à des parlementaires de pays indépendants et des pays avec une souveraineté nationale qui leur est due. Il a présenté des excuses. Mais je me souviens qu'à cette époque, c'était le président de l'Assemblée nationale, Oguli Guendé, Jules Bordès,
que je regardais, mais qui était mal, comme s'il me disait de là-bas, il faut baisser d'un ton. Oui, en fait. Il faut baisser d'un ton, là, ça part dans tous les sens. Moi, je savais ce que je faisais. Donc, c'est pour vous dire que, de la même manière que vous, aujourd'hui, les jeunes, vous fustigez toutes ces organisations qui se sont mises en place, parce que vous pensez que c'était des moyens d'étouffer, de contourner ou de contorsionner, je ne sais pas quel mot utiliser, les pays d'Afrique. Je vous dis, à l'époque déjà, moi j'étais parlementaire dans les années 90, ça fait 30 ans déjà que j'ai eu ce discours-là. Nous les femmes, nous avons le même langage que vous. À n'importe quelle occasion, on n'accepte pas que nos pays soient vilipendés, soient rabaissés. Et ça, c'était une anecdote pour rentrer dans votre débat. Dans votre débat. Je ne dirais pas comme vous, avec autant de véhémence que l'UNESCO, l'ONU et tout, parce que nous, on travaille, les Africains travaillent encore avec eux. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça va s'arrêter, mais je suis contre l'écrasement de l'Afrique. Je suis contre tous ceux qui pensent que l'Afrique a des pantins à la tête. Je dis non, il y a des gens bien qui existent quelque part. Le sentiment que beaucoup de personnes partagent, des jeunes partagent, c'est que ceux qui dirigent le continent africain ont failli, sont les valets, notamment de la France, de l'Occident, et qu'ils n'arrivent pas à s'imposer, et qu'avec de tels gouvernants, l'Afrique ne s'en sortira pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai vu l'émission qu'ils ont sortie à France 2 il y a quelques jours. Et je me suis rendu compte que nous avons eu des chefs d'État qui ont voulu... Alors peut-être resituer le contexte. Hein. L'émission sur France 2 portait sur la colonisation. Tu as regardé l'émission? Oui, je regarde. Et le comportement de la France vis-à-vis des pays colonisés, même après les indépendances. Quand on prend le cas de Sékou Touré, lorsque vous entendez les discours de Sékou Touré n'a pas voulu se plier aux exigences de la France. Et devant, je pense, ça devait être Chirac, il a fait un discours tonitruant, qui ne lui a pas... Devant De Gaulle. C'était De Gaulle. Le nom de Sékou Touré, c'était face à De Gaulle. C'était face à De Gaulle, je confonds avec... mais il y a eu aussi un autre message qu'il a prononcé... c'était Chirac, parce que lui, il y avait De Gaulle, mais il était encore président quand Chirac est arrivé. Et je pense aussi à Omar Bongo, parce qu'on dit beaucoup de choses contre Omar Bongo, mais Bongo a voulu aussi se détacher un moment de la France, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a inventé des opposants, on lui a inventé un désordre pas possible dans son pays, et puis bon, à un moment donné, où vous vous sentez faible, vous êtes obligé de vous soumettre. Souvenez-vous de la phrase qui est restée une légende de Omar Bongo, quand il disait la France sans le Gabon, c'est une voiture sans carburant, mais le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur. Les chauffeurs, on peut les remplacer comme on veut. C'était une manière pour lui de refuser ce qui se passait à ce moment-là. Je crois que c'était subtilement, mais qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme problème après? Bon, ça veut dire que certains de nos chefs d'État ont voulu jouer les présidents des pays souverains, mais les autres étaient plus forts qu'eux. Ils avaient l'armée. Aujourd'hui, comment vous pouvez comprendre que nos armées sont formées par les Français, mais qu'aucun de chez nous ne peut fabriquer un revolver, ne peut fabriquer une arme? Et s'ils sont très bien et si bien formés, pourquoi lorsqu'il y a des problèmes dans nos pays d'Afrique, on est obligé d'aller les rechercher? Je pense que c'est ce que les jeunes veulent changer. Alors, voilà. Bon, comment on peut changer la donne? Quelles sont tes propositions? Bon, comme on a l'habitude de le dire, critiquer c'est bon, mais donner toujours des solutions c'est mieux. C'est la différence entre les activistes. Nous, on critique et on donne des solutions parce que c'est le but également, c'est le but du jeu. Là où je suis un peu débutatif par rapport à ce qu'elle vient de dire justement, c'est quand il nous dit qu'elle a été partie au Canada parce qu'il y avait un sommet ou en tout cas une rencontre de la francophonie. Nous, de notre nouvelle génération, on ne se déplacera jamais au plus grand jamais pour rencontrer, pour aller à un événement de la francophonie. Il y a 40 ans, hein? Justement, il y a 40 ans. Maintenant, je parle de notre nouvelle génération. Oui. Nous, notre nouvelle génération, on se déplacera jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais pour aller rencontrer d'autres
d'autres pays pour un sommet de la francophonie parce que le français c'est une langue qui d'oppresseur Qu'est-ce qu'on attend qui nous opprime. Adopter une langue africaine? Mais justement, quand je dis langue africaine, justement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a deux langues qui sont dominantes au niveau de l'Afrique, c'est le Swahili et le Pulaar, le Peul, en gros. Donc moi, et aussi, la notion de la démocratie, en tout cas qui a été détropicalisée de l'Europe vers l'Afrique, parce que aussi, l'histoire c'est bon, parce que la démocratie, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas née en Europe, la démocratie, elle est née en Afrique. Donc avant même le temps disons des pharaons, il y avait cette notion de démocratie. Maintenant, c'est en l'an 621 qu'un juriste grec du nom de Salon, qui est parti en Égypte, recopier, s'en accaparer, parce qu'à l'époque, dans la société égyptienne, justement, en tout cas ceux qui travaillaient dans les champs ou dans le bâtiment avaient le droit de manifester. Donc, ils avaient le droit. Donc, la démocratie, elle est née là-bas en Égypte. Quand je dis Égypte, c'est vraiment Égypte au temps moderne, qui correspond au temps des pharaons. Ensuite, quand Salon est rentré en Grèce, il a un petit peu modifié cette notion de démocratie qu'il a adaptée en fonction de la réalité de son pays. Et les autres pays d'Europe en ont copié pour bâtir leur propre modèle. Donc nous aussi, est-ce qu'on doit exactement copier le modèle démocratique des pays occidentaux, tout en sachant que nous aussi, on a peut-être notre démocratie qui pourrait être adaptée en fonction de notre culture, en fonction de nos croyances. La démocratie, selon Mimo et selon les jeunes d'aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi? Pour moi, la démocratie, pour moi, je propose un modèle, peut-être même qu'il a existé, ou en tout cas, pour moi, le meilleur des modèles, c'est par exemple, quand je prends un village, il y a un chef de village, il y a des concessions, etc. Les chefs de village, les villages peuvent se réunir, choisir un chef de village. Les villages environnants en fait pareil. Le troisième village en fait pareil. Donc chaque village dégage un chef de village. Ensuite, ce sont les chefs de village qui élisent, disons, les chefs de commune. Ensuite, ce sont les chefs de commune qui sont choisis, qui élisent le chef de département. Ensuite, ce sont les chefs de département qui se réunissent pour élire les chefs de région. Ensuite, ce sont les chefs de région qui se réunissent pour élire le président de la République. Pourquoi pas? Ensuite, ces chefs de région vont, en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs compétences aussi, être les représentants du peuple, en tout cas les ministres. Ça, c'est un modèle démocratique que l'on peut justement tester, parce que ça ne sert à rien de vouloir à tout bout de champ essayer de tropicaliser partout, de copier partout des constitutions copiées, des modèles de démocratie qui sont copiés à gauche, à droite, venant de l'Occident. Nous aussi, à un moment donné, il faudra c'est le rejet total de l'Occident. Ouais, c'est l'Occident. Bon, je ne dirais pas rejet total, parce qu'aussi ils ont des choses qui sont bonnes à apprendre, mais il faut aussi que nous essayons de copier ce qui est bon, ce qui est mauvais, on ne copie pas, on essaie de prendre ce qui est bon et on adapte. Dans quel pays tu penses qu'on peut déjà amorcer ce modèle démocratique? Est-ce qu'il y en a déjà, est-ce qu'il y a déjà des pays africains où ce modèle commence, ou en tout cas des personnes commencent à réfléchir à cela, concrètement? Bon, je ne pense pas qu'il y ait des pays africains qui ont testé ce modèle, mais je sais que pour tester ce modèle-là, évidemment, il ne faut pas aller dans un pays où il y a la dictature, où il y a des guerres tous les 3 ans, comme le cas de la Guinée, comme le cas du Mali, où il y a des coups d'État, ou le cas des Comores, où il y a presque 30 coups d'État. On ne peut pas tester ce genre de modèle-là dans ces pays en guerre. Là où on peut tester ces modèles, c'est dans des pays stables, comme le Sénégal, comme le Rwanda. On peut essayer de tester ces modèles de démocratie. Moi, ce que je dis, je ne rejette pas tout ce qui vient de l'Occident, évidemment. C'est qu'il faut prendre ce qui est bon de l'Occident et essayer de l'adapter en fonction de notre culture. C'est qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Il faut déjà s'entendre là-dessus. Oui, déjà, il y a quelque chose qui est bien, parce que s'il n'y avait pas ce partage de la langue française, je ne sais pas comment on aurait pu tenir ce débat-là. C'est la langue française qui nous réunit et qui fait en sorte que nous soyons toujours là je ne suis pas totalement d'accord, pourquoi je le dis, parce qu'avant la langue française, on avait nos langues locales. Donc nous, c'est au jour d'aujourd'hui, parce que le français, on l'a appris à l'école, comme le disait dans le documentaire. Nous aussi, on a connu ça. Vous parlez le Wolof, moi je parle le Mienné. Comment on aurait pu se comprendre? Oui, mais parce que, comme on le dit dans la vie aussi, il faut savoir trouver un consensus. Si on voit par exemple qu'en Afrique, il y a des langues qui sont dominantes, comme le Swahili, comme le Pulaar, on peut dire qu'on fait ces deux langues-là, notre langue de base. Ici en Europe, par exemple, au niveau Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'il faudrait une langue parlée par des Africains, qui sont enseignés à l'école.
enseigner à l'école, comme on parle l'anglais ou le français. Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que le français, ça a été détropicalisé de la France vers l'Afrique. Donc au départ, les gens ne parlaient pas français, on a appris cette langue-là. Donc de la même manière qu'on a appris le français, on peut de la même manière apprendre le swahili ou le pulaar dans les écoles. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14h, il ne s'agit pas d'avoir un diplôme bac plus 5 pour comprendre ça. Et je pense que ça, c'est le b.a.-ba des choses. Je pense que quelqu'un, quand on arrive à l'expliquer dans sa langue maternelle ce qu'il est et d'où il vient, je pense que la personne va comprendre mieux qu'une langue qui nous vient d'ailleurs. Et toi? Ben, je l'écoute, hein. je l'écoute. Pour le fait de la langue, je trouve que il faut reconnaître que ce français qu'on nous a appris à l'école, c'est ce qui nous permet de nous exprimer, vous et moi. Là, ici et maintenant. Là, ici et maintenant, je veux dire, le temps. Et moi, je sais qu'au Gabon, ça fait des années qu'on parle de mettre dans les écoles les langues maternelles. Mais rien que pour le Gabon, sans me tromper, on est combien d'ethnies environ 200 si je ne me trompe pas. 70, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup d'ethnies pour 2 millions d'habitants. Et maintenant se posait le problème, quelle est la langue qu'il fallait apprendre? Ça traîne jusqu'aujourd'hui parce que il y a aussi l'appartenance à une ethnie qui fait qu'on ne veut pas aller. Et puis il y a l'appartenance à l'ethnie, il y a l'appartenance à la culture. Chaque ethnie a sa culture propre. Ça pose un problème. On n'a pas réussi à mettre une langue nationale ou deux. Ils avaient dit un choix entre 2 ou 3. Oui. Bon, là, on est parti dans les problèmes de langue. Je pense que la vraie question est celle de savoir si, parce que nous parlons la langue de l'ancien colonisateur, le français en l'occurrence, ou l'anglais, que nous sommes dominés. C'est ça la vraie question. Est-ce que parce que nous habillons à l'occidental, que nous sommes dominés? Est-ce que c'est parce que beaucoup d'Africains rêvent de venir s'installer en France, ou en tout cas de quitter le continent africain, que nous sommes dominés? Qu'est-ce que tu réagis à moi je pense qu'on est dominé. La question de la monnaie le franc CFA, ça c'est un débat aussi que tu as décidé de mener, un combat que tu as décidé de mener, c'est le franc CFA. Oui. Est-ce que parce que nous utilisons le franc CFA, nous sommes dominés? Tout ça sont des questions. On est totalement dominés. Pourquoi je le dis? Je prends juste l'exemple du franc CFA. Parce que moi, je n'ai jamais dans ma vie fait un cours d'économie. Mais quand je dis vraiment jamais, c'est jamais. Mais comme on le dit, qui veut peut. Je me suis documenté, j'ai appris, j'ai acheté des livres, plein de choses pour lire réellement ce qui se passe. Mais j'aurais beaucoup plus de facilité si ces livres-là avaient été écrits dans ma langue maternelle qui est le pulaar. Moi, le pulaar, je le lis, je le comprends, je la parle, c'est ma langue. Donc vous comprenez. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que même en français, on a du mal même à comprendre, même, par exemple, si je donne par exemple l'exemple du franc CFA, par exemple, on en parle justement, parce qu'on dit maintenant que le franc CFA va être remplacé par l'éco. Bon, pour moi, c'est une substitution. Vous prenez un élément A, vous le remplacez par un autre élément B. Ce qui change dans cette monnaie, c'est justement le fait que les Français ne siégeront plus au conseil d'administration. Ce qui change, c'est que la monnaie a été changée, le nom du franc CFA prend... C'est déjà ça. Voilà, prend ça. Mais ça, c'est un changement. Mais aussi, l'autre changement qu'il y a, d'après ce qu'ils disent, c'est justement la suppression du compte d'opération. Donc c'est un compte dans lequel les pays africains, en tout cas les pays qui sont au niveau qui partagent le franc CFA, justement, déposent 50% de leurs réserves d'échange au sein de ce trésor public français, dans ce compte-là. Donc on se réveille un jour, on supprime ce compte-là, et pourtant il n'y a pas d'audit. Vous, par exemple, quand vous voulez aller aux États-Unis, on vous demande quoi? Vos 3 derniers relevés bancaires pour voir de la traçabilité, pour voir le flux d'argent là où il est passé. On se réveille un jour, on se rencontre à Abidjan dans une soirée un peu bourrée avec Macron et Ouattara. On dit maintenant le compte d'opération, on le supprime. J'aime bien une soirée un peu bourrée, oui. On le supprime sans pour autant qu'il y ait d'audit, sans pour autant qu'on nous dise vraiment où est-ce que cet argent qui a été déposé depuis plus de 75 ans, où est-ce que cet argent est passé. Et l'autre aspect aussi, c'est que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'avec cette monnaie, la France prête de l'argent des Africains aux Africains. Parce que dans ces comptes d'opération, supposons par exemple que le Mali est un excédent budgétaire, on prend l'excédent budgétaire un peu du Mali, qu'on prête au Sénégal qui n'est pas un excédent budgétaire. Donc avec ça, et ça c'est la France qui prête avec un taux d'intérêt. Donc c'est cet taux d'intérêt qu'on essaie de prendre et puis on donne aux Africains sous forme de coopération. Donc non seulement la France prête l'argent des Africains aux Africains, ensuite la France prend l'argent des Africains qu'elle donne aux pays africains sous forme de dons alors que c'est leur propre argent. Donc
Donc si ça était écrit dans ma langue, que j'arrive à lire, j'aurais pu comprendre ça, mais les gens ils ne comprennent pas ça. Et puis ensuite, même, c'est des accords qui sont cachés, personne ne sait le contenu de ces accords. Est-ce que le débat est vraiment à ce niveau-là, au niveau de la langue, etc., etc. Et puis l'autre question, je ne sais pas comment tu réagis justement à ce que dit Mimo. Bon, c'est vrai que moi, personnellement, je suis choquée que la monnaie africaine soit fabriquée à Pessac, soit fabriquée en France. Oui, je sais très bien qu'avec cette affaire de monnaie du CFA qui... Alors, oui, sans te couper. Je sais que nous sommes quelque part blousés. Je sais que l'Afrique est blousée. C'est l'Afrique qui a ses richesses, elle ne profite pas de son argent, l'argent lui est fabriqué ailleurs, ensuite on le renvoie. Là, je partage votre point de vue sans avoir été aussi loin que vous dans l'analyse, parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je vous comprends. Je comprends ce que vous dites concernant le franc CFA. J'espère qu'un jour ça va changer et qu'on nous rendra notre liberté et que justice pourra être faite avec vos combats à vous de cette génération-là. Oui. On va retourner très longtemps en arrière. Omar Bongo, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il était encore en vie aujourd'hui concernant cette question de franc CFA? Lui qui a vécu la dévaluation, lui qui était président, lorsqu'on a décidé en 1994 de dévaluer le franc CFA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement alors qu'un président, je ne sais plus lequel, avait promis qu'il n'y aurait pas de dévaluation? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement la dévaluation ait lieu? Qu'est-ce que le président Omar Bongo a dit? Qu'est-ce que les autres présidents africains ont dit concernant cette dévaluation du franc CFA? Ont-ils été consultés? La question est, est-ce que ces présidents ont d'abord été consultés ou bien on le leur a imposé parce que ça arrangeait l'économie de la France à ce moment-là? Oui. Ce qu'il aurait dit, je ne peux pas dire, je peux pas me mettre dans sa peau. Moi, je ne sais pas me mettre dans sa peau. Moi, je pourrais vous répondre. Oui. Je pense que c'est une bonne question. Même s'il était vivant, il n'aura rien dit. Et ça, je sais pourquoi je le dis. Parce que vous avez vu ici en Europe, quand on change de monnaie, partout dans le monde d'ailleurs, il y a des débats d'idées qui sont comme ce qu'on est en train de faire dans des plateaux de télévision. Les gens expliquent le pour et le contre. Pourquoi il faut changer, à quel moment il faut changer, pourquoi on change. Mais nous, ce débat-là, on ne l'a pas eu avec l'écho. Ça, c'est vraiment du point de vue esthétique. Au fond des choses, il n'y a pas eu un référendum, l'Assemblée nationale n'a pas été consultée. Et ça, pour moi, c'est une insulte. On dit, tout à l'heure, je vous ai entendu dire, Madame Victoire, dire que nous sommes, en fait, pour des pays qui sont souverains. On n'a jamais été souverains, nous, malheureusement. Donc, nous, c'est de ça que nous battons. Aujourd'hui même, j'ai entendu, tout de suite, j'ai reçu une notification en disant que la monnaie va être fabriquée, ça c'est l'information, va être fabriquée à Dakar, dans une banlieue de Karos à Wakam. Mais tant mieux, si c'est fabriqué à Dakar, tant mieux. Mais nous, c'est pas ça notre vrai problème. Notre vrai problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait une parité fixe. Aujourd'hui, on sait qu'en Europe correspond à 655,957 francs CFA. Mais personne ne peut dire aujourd'hui, même Ali Bongo, aujourd'hui ne peut pas dire un écho correspondra à combien francs CFA. Personne. C'est pourquoi moi, en tant qu'activiste, et d'après les investigations que j'ai menées, je dis jusqu'à l'extinction du soleil, personne n'osera venir devant moi et me dire que l'écho ne sera pas une monnaie qui sera dévaluée. Moi, je l'affirme ici que l'écho va être une monnaie qui sera dévaluée. L'autre aspect sur lequel je voulais revenir justement, parce que cette monnaie, on l'a amarrée à l'euro. Mais on sait très bien que lorsque votre monnaie est très élevée, vous favorisez l'importation, c'est-à-dire que vous êtes tellement nanti, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à l'étranger. Donc du coup, vous créez de la richesse dans les autres pays, mais dans votre pays, vous ne créez pas de la richesse, parce que la monnaie est très élevée. Et puis mieux même, ce qui est pire même, c'est que vous découragez vos États à industrialiser le pays, parce que si par exemple, moi je dois acheter une montre, tout le temps j'achète en France ou ailleurs, ou en Suisse. Alors que normalement, j'aurais pu avoir une usine qui fabrique des montres chez moi. Donc ça veut dire que ça crée une paresse, et ça crée une sorte de dépendance. Et même on importe tout, même les médicaments on importe. Si un jour il y a une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, je ne le souhaite pas bien évidemment. Donc on fait comment avec les produits que l'on importe? Donc ça veut dire que cette nouvelle monnaie, c'est une monnaie de la soumission, et c'est une monnaie qui tout simplement tue la dignité de l'homme noir. Et je vais terminer sur ça justement parce qu'il ne faut pas que je monopolise le débat. C'est une parité fixe.
Nous, ce que nous voulons, c'est comme j'avais dit, critiquer c'est bon, mais proposer des solutions c'est toujours mieux. Nous, ce que nous voulons, c'est que cette monnaie soit arrimée, soit reliée à un panier de devises, comme par exemple avec le yen, le yuan, etc., le won, etc. Pourquoi le yuan? Oui, parce que tout simplement, c'est des pays asiatiques. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que au départ, nous, les pays africains, on commercialisait beaucoup plus avec les pays européens que par rapport aux autres, disons, pays. Aujourd'hui, la donne, elle a changé. Même la France va commercialiser beaucoup plus avec le continent asiatique que par rapport au continent américain, etc. Donc nous voulons vraiment que cette monnaie soit reliée, adossée à cette panier de devises beaucoup plus confortable, en tout cas du côté asiatique que par rapport au côté occidental. Donc c'est ce que nous voulons aujourd'hui, mais on nous interdit ça justement parce qu'on se dit la monnaie, c'est nous qui vont la maintenir. Et autre information aussi, parce qu'ils ont supprimé le compte d'opération et la France s'est permis tout simplement de dire qu'ils vont garantir la monnaie. Mais on rêve, la France elle a quoi pour garantir? Nous avons nos ressources minières énergétiques, l'or, pétrole, diamant et tout. C'est nous qui devrons garantir notre monnaie. La France, elle n'a que les vins et les belles femmes. Nous, c'est nous qui devrons garantir. Et même sur ça, c'est que... Le vin et les belles femmes, la France. Oui, le vin et les belles femmes, et des belles femmes qui sont naturalisées en général. Et maintenant, ce qui se passe aussi, ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils ont supprimé ce compte d'opération et en retour, ils vont garantir. Mais là, parce qu'ils vont maintenant garantir sur les importations. C'est-à-dire parce qu'ils vont dire maintenant, il faut que pour importer un produit, il faut vraiment que la France ait la garantie que la somme elle est disponible en liquidité. Donc, est-ce que la France va garantir tout simplement parce qu'elle aime les Africains? Non, il y a des accords qui sont cachés. Donc, il faut qu'on nous dise ces accords-là. Alors, tout à l'heure, oui, Victoire? Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait aussi, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est la division qu'on fait entre l'Afrique de l'Ouest et le reste qui avait aussi le CFA. L'écho ne concerne que l'Afrique de l'Ouest. Mais rien n'est dit du côté de l'Afrique centrale. On ne sait pas à quelle sauce les pays africains de l'Afrique centrale vont être mangés par rapport à... Oui, mais ça, je peux vous donner une réponse. C'est divisé pour mieux régner. Et puis bon, c'est vrai, je n'ai pas... Donc tu partages le point de vue de... Je partage son point de vue. Je sens qu'il a poussé loin sa réflexion. Moi, j'étais dans ma dimension de femme politique, mais plus psychologue. Je m'intéresse beaucoup à la politique dans tous les domaines, mais poussée comme vous l'avez poussé, je n'étais pas... Il faut reconnaître que je n'étais pas arrivée jusqu'à ce niveau-là. Je vais te laisser poser la question pour avancer. Alors, tout à l'heure, on va se projeter dans le futur. On va dire qu'on sera dans 10 ans. Mimo a fait avancer justement les besoins des populations africaines. Il appartient à la nouvelle génération de dirigeants africains. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais président de ton pays? C'est le Sénégal, n'est-ce pas? On va se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ouais, ça fait sourire. Bien. Mais avant cela, on va vous faire subir le supplice de la calebasse. Ok. Bon, alors une question pour toi, une question pour Victoire, et puis avant la fin de l'émission, une question pour vous deux. Vous avez le droit de commenter l'un et l'autre les réponses. Alors, je vais chercher une question pour Mimo, qui, je vous le rappelle, c'est un grand activiste qui vit en France. Depuis combien de temps, Mimo? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais. Vous aimez la France? Belle question. Belle question, j'espère que j'ai la bonne réponse. Il a dit... franchement, j'aime bien la France, mais j'aime pas la politique française. Extérieure. Voilà. C'est une belle nuance. Ce n'est pas la France qui est mise en cause et ce n'est pas tous les Français qui sont mis en cause. C'est la politique française à l'égard du continent africain, surtout des pays colonisés. Exactement. Moi, Question pour Mimo. Quelle est ta citation préférée? Ma citation, elle est la suivante. Oui. Croire savoir gonfle de vanité et empêche de connaître. Tu peux répéter? Croire savoir gonfle de vanité et empêche de connaître. Parce que l'ignorance, elle est digne d'éloge. Parce que quand on sait qu'on ne connaît pas, on essaie de creuser pour aller... Quand on croit savoir, c'est ça? Ouais. On se gonfle de vanité. Oui. Et ça empêche de connaître. Ça empêche de connaître. Très bien. Quand on ne connaît pas, il faut aller chercher. Exactement. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne connaît pas. Voilà. Ok, une question pour Victoire. La cellule du Bose, la calebasse. Quel est l'enseignant qui t'a terrorisé, Victoire?
On a tous des maîtres, des professeurs à l'école ou à l'université qui nous ont terrorisés. Peut-être son président. Non, il ne peut pas me terroriser. Je le regarde en face et je lui parle. Non, il ne peut pas me terroriser. Elle parle d'Omar Bongo. Est-ce qu'à un moment, il t'a... Omar Bongo, non, il ne m'a pas terrorisé. Tu sais, Omar Bongo, c'est un peu l'époque du parti unique. On n'y pouvait rien. C'était le parti unique. Nous étions jeunes. C'était la politique de cette époque-là. Ouais. Et puis, bon, en grandissant et en continuant dans la politique, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des erreurs commises. Et puis bon, du vivant d'Omar Bongo, tu sais bien que Bongo était encore vivant quand j'ai démissionné du Parti démocratique gabonais et que je me suis présentée après aux élections, mais bon. Est-ce que c'est, comment dire ça, comment on prend la décision de démissionner du parti au pouvoir est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de... Il y a eu des faits, il y a eu le retour de bâton de toutes les manières, mais dans quel état d'esprit tu étais quand tu as décidé de démissionner? Quand j'ai décidé de démissionner, j'ai dit au président que j'avais plus de ressort, que je ne ressentais plus du tout l'engouement que j'avais d'aider les femmes à sortir de la précarité, que je n'étais pas d'accord avec... Quelque chose s'était vraiment cassé. Et malgré le fait qu'on me retienne, je suis quand même partie. Et puis, entre-temps, le président est mort. Je me suis présentée aux élections présidentielles. Et depuis ces élections, je suis à la maison au chômage forcé. Mais ça ne m'empêche pas de vivre et de continuer mon combat pour la paix. Parce que ce n'est pas la peine qu'on rentre... Alors justement, comment tu mènes ce combat pour la paix? Comment je mène ce combat pour la paix? Je suis maintenant dans les réseaux sociaux, dans les ONG. Je m'occupe des organisations non gouvernementales. Et mon combat, c'est de sortir les femmes de la précarité parce que je pense que c'est le chaînon manquant dans la politique de notre pays. Et tant qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement, elles seront toujours esclaves des hommes quelque part. Donc, mon combat, c'est de trouver des moyens, de trouver des moyens de les sortir de la précarité par la formation, par des ateliers, par... c'est pas facile parce qu'on vous met aussi les bâtons dans les roues, là, mais on se bat quand même. Donc la question que je vais revenir à l'enseignant qui t'a terrorisé finalement? Je n'ai pas eu d'enseignant qui m'ait terrorisé parce que j'ai toujours été une bonne élève depuis toute petite. Non, j'ai jamais été terrorisée. Par contre, à l'Immaculée Conception, qui est un collège de filles, tenu par les sœurs. Tenu par les sœurs avaient mis la barre haute me concernant. Et quand je faisais la moindre bêtise, on m'envoyait il y avait une chapelle de l'église à l'internat, on m'envoyait aller prier, va demander à Dieu pardon pour ce que tu as fait. J'ai rien fait qui mérite que j'aille là. Et puis tous les samedis, la directrice de l'école, elle arrivait avec son tuyau, le tuyau d'eau qu'on coupait là. Et puis toutes celles qui n'avaient pas de bonnes notes, elle recevait des coups devant tout le monde. Alors, on appelle une de vos collègues qui vous tient par la main. Oui, mais c'était humiliant. C'était humiliant. Je suis passée par là. Je crois que c'est la directrice de l'école qui m'avait terrorisée, mais en même temps, elle m'aimait beaucoup. Elle m'aimait pour me pousser à réussir parce que quand j'avais de mauvaises notes, c'est que je m'étais laissée aller pour elle, alors que je n'avais peut-être pas compris la leçon. Et ça renvoie au documentaire qu'on a regardé sur France 2 il y a quelques semaines, justement, qui parlait de comment les effets négatifs de la colonisation, justement, qu'on continue à vivre aujourd'hui. Est-ce que ce documentaire t'a éclairé, justement, t'a permis de mieux comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là? Franchement, moi, ce documentaire, ça ne m'a pas étonné parce que je connaissais déjà. Parce que le monsieur qui disait justement qu'il avait un crâne d'âne sur son cou. Parce qu'on lui demandait de parler. Ouais, nous on a vécu ça aussi. Hein, nous on appelle ça au Sénégal, on appelle ça symbole. C'est-à-dire que quand à la récréation, quand il y avait quelqu'un qui a le symbole, on appelle ça symbole. Donc si on vous surprend en train de parler une des langues différentes du français, on vous donne le symbole, on te dit prends le symbole. Et la personne elle est même obligée de dire prends le symbole parce que s'il te dit prends le symbole, si elle te dit prends le symbole en langue locale, tu vas refuser parce que tu vas dire mais toi-même tu viens de prononcer la dernière phrase. Donc on avait ça et à la fin, à la descente, le prof, ou le maître plutôt, appelé, il disait 4 grands gaillards
Donc, il disait, et où la personne qui a le dernier, qui a le symbole, on disait par exemple, c'est Toto qui a le symbole. Toto venait, Toto se mettait devant le tableau. Ensuite, il disait 4 grands gaillards, en général, c'est les plus tarés de la classe, qui étaient les plus gros, les plus grands. Ils venaient, après, ils te prenaient par 4 pieds, 2 mains. Après, ils prenaient, parce qu'à l'époque, quand on nous frappait, c'est avec, vous voyez les croix de moto. Ce sont les croix de moto. Croix de moto, ce qui fait tourner les motos. Ouais. Le matin, on mettait ça dans de l'eau vraiment froide. Et donc du coup, ça prenait, le plastique, ça prenait beaucoup d'eau. Oui. Après, on vous tapait avec ça, mais on vous tapait vraiment à mort. Donc, on nous obligeait à parler une langue que l'on ne connaissait pas, surtout quand la langue, on ne la parle pas chez nous. Donc c'était très, très difficile et c'était très, très marquant. Donc cela prouve encore une fois pourquoi nous nous battons. Oui. Nous voulons vraiment qu'on nous laisse avec nos langues qui sont très, très riches, qui sont riches en tout, hein, au lieu qu'on essaie de nous imposer à parler des langues venues d'ailleurs. Les langues sont tellement belles. Ouais. Alors, on va se projeter. Oui. Voilà, Mimo Dia a fait son travail, il s'est battu sur le terrain, il est panafricaniste, il se bat pour la cause panafricaine. On est 20 ans plus tard, peut-être moins, peut-être plus tard, et tu es candidat à une élection présidentielle dans ton pays, et puis tu sors gagnant. Ça peut arriver. Ouais. Oui, tu es dubitatif moi, je pense ça que... Ça peut arriver, oui. Ouais, pourquoi pas, ça peut arriver, bon, seul je sais. Maintenant, par rapport à ça, moi, je pense que mon combat le plus simple, ben, vraiment, je vais pas... Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, moi, Mimo, que je suis, si on me met président dans n'importe quel pays d'Afrique, je vais échouer. Mais ça, c'est une vérité. Pourquoi? Quand je dis je vais échouer, parce que c'est le système qui me fera échouer. Pourquoi je le dis? Parce que tant qu'on n'arrive pas à enlever les accords militaires, les accords de défense, les accords de coopération et tous ces accords coloniaux qui ne servent strictement à rien, on aura beau faire ces genres de plateaux. On les enlève, mais on les remplace par quoi? Qu'est-ce qu'on construit à la place? Nous, c'est très simple. Quand vous avez tout dans votre sous-sol, c'est vous êtes les chefs. Oui, mais vous faites ça avec quoi? Avec les mains? Enfin, je sais pas moi. Si j'enlève... Excuse-moi de parler comme ça, crûment, mais ok, les anciens, les voleurs, la coopération avec la France et d'autres pays, hein, oui. Allez, dégagez, oui. quittez le pays. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? Ce que je ferai, la première chose que je ferai, c'est ces accords-là, moi je ne les lirai même pas. Je les prends, je les mets à la poubelle. Ensuite, deuxième chose, j'essaie tout simplement de convaincre mes amis panafricains, parce que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de placer dans ces États des vrais panafricains. C'est-à-dire des gens. C'est quoi un vrai panafricain? Un vrai panafricain, c'est ceux qui battent le pavé matin, midi, soir, lundi, du lundi à samedi, voire même dimanche dans les rues de Paris et partout ailleurs, pour qu'on puisse comprendre en fin de compte, aucun État ou en tout cas aucun pays d'Afrique ne pourra marcher tout seul. Si nous voulons développer l'Afrique, est-ce que c'est suffisant pour bâtir ou rebâtir un pays africain qui soit autonome? C'est très très suffisant. Même je vais même pousser ma réflexion. Je vais oser dire, même s'il faut brûler toute l'Afrique dans son ensemble, on va brûler toute l'Afrique dans son ensemble. C'est-à-dire à une seule condition, que puisse renaître de ses cendres une nouvelle Afrique décomplexée, une nouvelle Afrique qui n'a... Attends, Mimo, qu'est-ce qu'on brûle en Afrique? On brûle là tout. Les livres qu'on écrit sur notre histoire, qui sont des livres inventés, qui sont des histoires inventées, on va les foutre à la poubelle. On mettra notre vraie histoire, parce que l'histoire que nous apprenons aujourd'hui, c'est une fausse histoire. Je donne juste la preuve. Quand j'ouvre mon cahier et que je vois qu'on nous parle de guerre mondiale, quand dit mondiale, c'est tout le monde. Alors qu'il n'y a pas une guerre mondiale, il y a juste une guerre entre les Occidentaux. L'Afrique a été épargnée. À aucun moment, on a reçu des missiles en Afrique. Donc, toutes ces histoires, il faut qu'on les corrige, qu'on les revisite. Il faut maintenant qu'on apprenne nos héros, parce qu'on a des héros locaux, il faut qu'on apprenne les histoires, au lieu de nous faire réciter, comme en classe 5e, tous les États des États-Unis avec les capitales. Moi-même, je l'ai vécu. Bon, ça m'a aidé aujourd'hui, mais bon, ce n'était pas... Alors, je vais marquer une petite pause. Dans cette émission, vous avez le droit de prendre la parole avec votre téléphone portable. Vous nous envoyez une vidéo et elle sera diffusée dans cette émission Écho de Paris. Est-ce que vous pensez que pour reconstruire l'Afrique, il faut tout brûler? Ouais.
Voilà, c'est la question que je vous pose. À condition que puisse renaître de ses cendres une Afrique digne avec des hommes respectables, respectueux, qui n'ont pas peur de dire la vérité en face et qui sont des vrais patriotes et qui aiment leur pays. Et à condition également que l'on fasse renaître de ses cendres une monnaie africaine unique, un État africain unique où qu'on a un seul président, parce qu'en général, Ali Bongo, si vous voulez qu'il soit aujourd'hui... Les États-Unis d'Afrique? Oui, les États-Unis d'Afrique, parce que c'est faisable. Les autres pays l'ont fait, ils ont réussi. Pourquoi nous, on ne pourra pas le faire? Parce qu'on nous dira que nous, on est trop débiles pour le faire. C'est faux. Victoire? Je suis d'accord avec la dernière partie de son message qui parle des États-Unis d'Afrique. C'est ce que Kadhafi a voulu faire et tout le monde sait où est Kadhafi aujourd'hui. C'est peut-être vous, la génération qui montez, qui pourrait changer les choses. Mais dire que l'Afrique a été épargnée de la guerre, je reviens là-dessus, elle n'a pas été épargnée puisqu'on est venu chercher les Africains dans leur pays pour aller faire la guerre avec les autres. Donc c'est devenu mondial parce qu'il y a eu des Africains qui ont fait cette guerre-là aussi. Mon père a fait la guerre de 39-45, son frère aussi, et il est rentré avec un pied en moins. Bon, je ne suis pas, peut-être parce que je suis de l'autre génération, peut-être parce que je suis une femme. Quand vous dites qu'on va brûler l'Afrique, moi, la mère de famille, je dis non, on ne va pas brûler les acquis, on va changer les choses. C'est les mentalités. Vous avez beau tout brûler. Si vous ne changez pas la mentalité des Africains, vous faites chou blanc. C'est les mentalités qu'il faut changer. Ce n'est pas... Vous pourrez brûler les livres aussi, pourquoi pas, on peut ne plus... Et puis d'ailleurs, c'est déjà brûlé. Avant, dans nos écoles, on avait du Baudelaire, on avait Montesquieu, on avait Victor Hugo. Aujourd'hui, on n'a plus ces livres-là dans nos écoles. On a maintenant des livres d'auteurs africains, Senghor, Aimé Césaire, etc. Je dis, c'est les mentalités qu'il faut changer. Même aujourd'hui, il y a des mentalités à changer. Là, je trouve que la sortie de l'Afrique de ce qu'elle vit aujourd'hui n'est pas dans la violence. On peut être, et ce que vous dites est violent. Quand vous dites il faut tout brûler, je dis c'est violent, le message il est violent. Mais vous avez mis une nuance et ça m'a arrangé quand vous avez dit on va brûler les livres, on va brûler en fait tout ce qui est de la colonisation, mais on ne va pas brûler l'Afrique. Sinon, bon, je vais rebondir sur ça. C'est bientôt fini. Je vous laisse 2 minutes. Ouais. Mais quand je dis brûler, c'est pour que je dis brûler pour que puisse renaître de ses cendres une Afrique digne. Quand je dis digne, je pars par l'éducation. Parce que pour éveiller les consciences, pour que les gens soient au diapason de ce qui se passe, il faut l'éducation. Il faut investir dans l'éducation, dans la recherche, le développement et tout. Mais vraiment tout. Il faut vraiment qu'on se remette en question de tout ce qui ne marche pas. Je vais terminer sur ça. L'OMS, que je qualifie comme étant une organisation bidon dirigée par des pantins, on a vu c'est une organisation qui hiérarchise la souffrance des gens. Quand on voit que l'OMS finance la recherche dans les pays africains pour des maladies qui les concernent et qui interdit justement ces États d'Africains à financer leur propre recherche et développement, ça c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc il faut vraiment que l'on puisse créer une Afrique décomplexée, décolonisée disons dans tous ces ensembles. Moi je dirais à la fin... C'est la fin de l'émission. À la fin, je dirais, je suis pour ce qu'on a dit depuis le début, qu'on n'a pas beaucoup développé. Je suis pour une prise de conscience collective des Africains. Que les Africains soient conscients de leur richesse intellectuelle, de leur richesse du sol, etc., pour se battre pour que l'Afrique, aujourd'hui, parle le seul langage de la sauvegarde de l'Afrique et des Africains. Mais là où je dis que ce sera possible, c'est quand les femmes vont aussi s'investir là-dedans, que toutes les femmes comprennent que tout peut passer par elles. Lorsque les femmes se lèvent, elles ne reculent devant rien. Exactement. Et avec elles, les enfants vont venir et les pères seront obligés de suivre. Je pense que l'Afrique s'en sortira par son unité, et ça je le crois. Je crois aussi aux États-Unis d'Afrique, les pays d'Afrique, pourquoi pas. Ouais. Victoire Issembe, épouse Lasseni Dubose, Mimodia, merci infiniment d'avoir participé à ce numéro de Écho de Paris. J'espère vous revoir très bientôt. Vous également qui nous regardez du côté de l'autre côté de votre poste de télévision ou de votre téléphone portable. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt sur Vox Africa. Merci. Merci Eugénie. Merci Mimo. Hein. Au revoir. Au revoir.